Alors, les conservateurs ont réagi, vous l'avez vu, en dénonçant les dépenses des libéraux. D'ailleurs, cette mesure, il faut le dire, elle doit faire l'objet d'un vote. Nous nous entretenons avec notre panel de journalistes, comme chaque semaine, vous les connaissez. Alors, Catherine Lévesque, correspondante parlementaire pour le National Post, Joël Denis-Bellavance, chef du bureau parlementaire de la presse, et Émilie Bergeron, correspondante parlementaire pour la presse canadienne. Bonsoir. Bonsoir, Catherine. Alors, est-ce qu'on comprend que les conservateurs, à la lumière de ce qu'ils ont dit aujourd'hui, voteraient contre cette mesure-là? Joël Denis. Oui, c'est ce qu'on peut comprendre des propos de M. Poilievre. Pourquoi? Parce que lui voudrait que ces mesures, qu'il y ait des mesures de réduction du fardeau fiscal qui soient permanentes et non pas qui durent une période déterminée dans le temps, comme c'est le cas pour ce qui est de la proposition du Parti libéral, du gouvernement Trudeau, parce que ça va durer seulement 2 mois. Donc, un congé de DPS pendant 2 mois. Donc, et M. Poilievre était clair là-dessus. Donc, je pense qu'il va être en mesure de expliquer convenablement pourquoi il pourrait s'opposer à cette mesure. Lui, sa volonté, c'est de rendre ça permanent. Dans d'autres domaines, comme congé des taxes de TPS pour les maisons neuves, oui. Ça permettrait d'économiser 50 000 $ sur une maison de moins d'1 million, selon M. Poilievre. Et aussi, il veut abolir la taxe sur le carbone. Ça aussi serait quelque chose de permanent. Donc, il va pouvoir expliquer ça, Catherine, vous pensez, sans que ça joue contre lui? Parce que là, c'est voter contre une espèce de cadeau de Noël que le gouvernement fait aux gens. Oui, tout à fait. Et puis, ce serait un peu bizarre, là, finalement, qu'il s'oppose à une baisse de taxes, hein, disons-le, parce que... Mais en même temps, là où son argument était peut-être le plus fort, parce qu'il n'a pas dit s'il allait voter pour ou contre. Il s'est contenté de dire qu'il n'avait pas vu le projet de loi. Effectivement, on ne sait pas quand il sera déposé. Mais sa critique la plus féroce, je vous dirais aujourd'hui, c'était par rapport à ces chèques là, qui seront envoyés à tous les Canadiens. Au printemps. Oui, au printemps, de 250 $, en pointant que le fait que le premier ministre Trudeau avait lui-même dit que d'envoyer des chèques à des Canadiens, en fait, ça augmenterait l'inflation. Donc, Pierre Poilievre amenait un peu ce même argument. Mais moi, je ferais juste le point, par exemple, et on m'a rappelé aujourd'hui que Erin O'Toole avait proposé une baisse de la TPS très similaire à ce qu'on voit aujourd'hui. Jack Meeting aussi a proposé quelque chose de similaire, mais Erin O'Toole, lors de la campagne électorale de 2021, avait proposé une pause sur la TPS juste pour le mois de décembre à chaque année, pour justement le temps de Noël. Donc voilà, comme quoi on voit que les libéraux en ce moment s'inspirent là, des idées des autres partis et volent quelques idées en ce moment. Émilie, est-ce que les conservateurs vont voter contre et devraient-ils voter contre? Je pense qu'ils vont voter contre. C'est vrai que ça les place dans une position un peu difficile, dans le sens que peut-être que l'électorat pourrait se demander mais pourquoi ils votent contre. Mais je pense qu'ils ne veulent pas déroger de leur message qui est nous, c'est la taxe carbone qu'on veut qu'il soit aboli de façon permanente. Et puis ça ferait beaucoup plus de changements selon eux que ce congé de taxe de 2 mois. Et les conservateurs, de toute façon, ne veulent pas prendre d'idées qui viennent des libéraux. Ils le disent ouvertement. Il n'y a aucune idée qui vient des libéraux qui leur plaise. Donc, ils ne veulent pas non plus commencer à avoir l'air un peu plus mesuré à ce niveau-là. Bon, mais là, est-ce que tout ça pourrait mettre fin, ne serait-ce que temporairement, à la paralysie qu'on voit là, depuis des semaines? Tiens, je retourne à vous, Olivier. Moi, quand j'ai appris cette nouvelle-là hier, c'est ce que je me disais. Bon, voilà, le NPD a trouvé un accord. Parce que c'est le NPD qui l'a annoncé d'abord. Oui, c'est ça. Le NPD, dès hier soir, s'est réjoui, a dit on a obtenu un gain. C'est pas exactement ce qu'on demandait, mais quand même, on a gagné quelque chose. Donc, je me disais, bon, en échange, ils vont accepter de mettre une motion de clôture, de voter en faveur d'une motion de clôture pour la paralysie, là, ces 2 questions de privilège qui paralysent le Parlement là, depuis 8 semaines, je pense, oui. Donc, mais finalement, non, le NPD nous dit non, ça va juste être une pause. On va mettre une pause à ce débat-là interminable. Une journée? Pour une journée, peut-être 2 si 2 journées sont nécessaires. Mais bon, il y aura d'autres choses quand même à adopter. Le président de la Chambre qu'on entendait tout à l'heure rendre une décision et dire en fait, il n'a pas rendu décision, mais encourager les élus à s'entendre parce que le budget supplémentaire des dépenses doit être adopté d'ici au 10 décembre. Donc, ça inclut plusieurs dépenses, comme notamment du côté du Québec, l'argent, la compensation pour l'accueil de nombreux demandeurs d'asile. Il a aussi rappelé, le président de la Chambre, qu'il reste des journées de l'opposition, 4 journées, là, si ma mémoire est bonne. Oui. Donc, Catherine, est-ce que donc, ça ne change rien sur le fond?
on va rester dans la même situation. On va rester dans la même situation. En fait, ça va être très complexe, là, finalement, d'en arriver à cette... Écoutez, le NPD n'a pas voulu aller là, de fond en comble et expliquer comment est-ce qu'ils vont réussir à avoir cette pause là, d'une journée seulement, parce que non seulement il faut ajourner le débat sur la motion de privilège actuelle, il y a une autre motion de privilège aussi. Oui. Ensuite, il faut aussi ajourner ce débat-là. Et par la suite, n'oublions pas qu'il y a une longue liste là, actuellement de projets de loi et de motions là, qui doivent être votés, dont le gain en capital. Alors, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, il faudrait que le gouvernement, en fait, change l'ordre des motions et finalement mette ce nouveau projet de loi là, en tête des priorités. Donc, il y a beaucoup d'étapes là, qui doivent être mises en place et ce ne sera pas aussi simple que ce que les libéraux espéraient, je pense. Et le temps file. Oui, puis un élément important, c'est que ça crée une certaine forme d'incertitude pour les commerçants. Ça doit entrer en vigueur le 14 décembre, cette mesure, mais on n'a pas eu beaucoup de détails pour expliquer aux commerçants que vous le faites de cette façon-là. On doit modifier les caisses enregistreuses. C'est un programme informatique qui doit cesser de calculer les taxes et de les calculer. Donc, pendant cette période de 2 mois, on ne doit pas verser de taxes au gouvernement pour Et les commerçants sont en train de préparer leur vitrine de Noël en ce moment. Et quel effet ça va avoir aussi sur la consommation? Il y a des gens qui prévoyaient des ventes, le Black Friday qu'on appelle le vendredi fou. Est-ce que ça va réduire l'affluence pour l'augmenter après le 14? Ça risque de perturber un peu le plan de match des commerçants. Donc, et des provinces également. Oui, et ça, c'est un élément à ne pas négliger, ça. Parce qu'il y a les taxes harmonisées, fédérales, TPS, avec la taxe provinciale. Ça a aussi un impact sur les coffres des provinces, à moins que le gouvernement fédéral veuille les compenser aussi. En tout cas, c'est vraiment... Ça semble avoir été annoncé dans la précipitation pour obtenir peut-être un peu plus de marge de manœuvre du côté des sondages. Est-ce que ça va faire bouger l'aiguille des sondages? J'ai des doutes à ce sujet. Oui? Mais on va prendre... je pense que les Canadiens vont prendre l'argent, mais pas forcément remercier le gouvernement en changeant leur opinion par rapport à ce gouvernement qui, il faut le rappeler, est en 8e année, 9e année de pouvoir. L'usure du pouvoir s'est installée et donc ça a eu son effet déjà, je pense, chez l'électorat. Donc, Catherine, est-ce que c'est juste une distribution de bonbons? C'est un peu ce que M. Poilievre a dit aujourd'hui. Et on a vu ça souvent, cette stratégie-là chez les libéraux, là, de distribuer un peu de l'argent, des chèques. Les provinces le font aussi. Le Québec le fait. On attend toujours notre chèque de 200 $ de Doug Ford aussi dans les prochains mois avant l'élection. Mais vaut la peine de vivre à longtemps. Exactement. Je vais avoir 2 chèques, moi, l'année prochaine. Donc, voilà. En fait, c'est une technique populiste et bon, tout le monde le fait. Et je pense que les libéraux, jusqu'à maintenant, résistaient à cette idée-là, le fait de juste simplement distribuer des chèques. Et là, ils se rendent bien à l'évidence, même si ils ont aidé des groupes de personnes, bon, les aînés avec les soins dentaires, les parents de jeunes enfants avec les soins en garderie. On aide quelques groupes, mais finalement, on se rend compte que d'avoir une mesure forte comme ça, de distribuer des chèques, d'enlever la TPS, ça va aider plus de gens et les gens vont le voir sur leur facture. Alors, voilà, on verra là, si ça a un effet. Je ne pense pas que ça aura un très grand effet, mais certainement, on dirait qu'il joue le tout pour le tout. Ouais. Mais la question que je me pose rapidement là-dessus, est-ce qu'il y aurait eu un meilleur moyen d'utiliser cette somme-là? C'est quand même 6,2 milliards de dollars pour donner une aide à ceux qui en ont vraiment besoin. Le 250 $ là, si vous faites 150 000 $ et moins, vous allez l'avoir. Oui. Ça veut donc dire que des députés de l'Assemblée nationale qui n'ont pas ce salaire-là, autour de 150 000, vont avoir un chèque du gouvernement de 250 $. Pas les personnes âgées, pas les étudiants, il faut être un travailleur. Donc, il y aurait eu moyen de cibler ça mieux que ce qui a été fait, à mon sens. J'aimerais qu'on parle de Randy Boissonneau. J'arrive à vous, Milly. Est-ce que donc cette affaire va mener à un remaniement ministériel? Oui, c'est ça, c'est certain. Il y avait déjà C'était dans l'air. Oui, c'est ça. On entendait déjà qu'il allait avoir un remaniement ministériel. Maintenant, la question, c'est quand. Il y a quand même déjà plusieurs ministres qui accumulent les responsabilités. Il y a aussi Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor en même temps que ministre des Transports, où il y a quand même, on le sait, plusieurs dossiers de conflits de travail. Donc, ce qui est, je pense, dans l'air, c'est peut-être plus au retour des fêtes, mais quand même, ça commence à presser. Je pense que M. Trudeau, en revenant du G20, voulait un peu faire table rase. Il savait qu'il allait se faire questionner à la période des questions. Il est revenu un mercredi. Le mercredi, c'est la journée où il prend toutes les questions. Il savait que la période des questions allait être essentiellement, presque entièrement
sur les scandales qui ont éclaboussé M. Boissonneau. Donc, il a voulu un peu couper l'herbe sous le pied des conservateurs, notamment. Oui. Qui devrait aller où? Qui pourrait aller où? Est-ce qu'on imagine Mme Freeland aux relations avec les États-Unis? C'est dans l'air. Pour M. Trudeau, elle a fait ses preuves la dernière fois lors du dernier mandat de M. Trump, mais sauf que les échos que j'entends, moi, c'est que les gens d'affaires ne souhaitent pas que Mme Freeland soit celle qui mène le bal sur la question du libre-échange avec les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'à Washington, elle n'est pas nécessairement appréciée autant qu'elle devrait l'être. On estime qu'elle a beaucoup donné des leçons la dernière fois et son style est plutôt mal perçu à Washington. Donc, je pense qu'il faudrait faire aussi table rase à ce sujet-là. Je nommerais quelqu'un comme François-Philippe Champagne, je pense, de ce dossier-là, parce qu'il sait parler le langage des affaires avec les gens de l'administration Trump. Il a cette finesse pour le langage. Donc, je pense que M. Trudeau aurait avantage à nommer quelqu'un autre que Mme Freeland à ce poste pour gérer les relations canado-américaines. Catherine, qui devrait changer de portefeuille? Qui pourrait changer de portefeuille? Bien certainement, je pense que Mme Freeland, aux finances, ça ne va pas du tout. Donc, si elle ne va pas à ce nouveau ministère, probablement pour les relations États-Unis-Canada, je ne sais pas où elle irait, très franchement. Je trouve que M. Champagne fait un très bon travail à l'industrie. Donc, est-ce qu'il devrait changer? Ça reste à voir. Je pense qu'il faudrait peut-être amener des nouveaux visages, des gens là, qui sont des bons communicateurs, qui sont des gens peut-être qui ont besoin d'avoir cette visibilité là, à l'approche des prochaines élections. Je pense à un jeune député comme Peter Fragiskatos qui, lui, dans le coin de London, en Ontario, il a été servi comme secrétaire parlementaire. Donc, peut-être que lui pourrait faire son entrée au cabinet. Ça reste à voir. Il faudra aussi quelqu'un de l'Ouest canadien. Donc, entre Randy Boissonneau et George Chahal, on n'a pas beaucoup le choix. Il n'y a personne de l'Alberta et de la Saskatchewan à la tête du cabinet. Exactement. C'est pas rien, il n'y a personne, c'est ça, qui représente ces deux provinces-là actuellement. Donc, peut-être que ce sera l'occasion pour M. Chahal là, d'éponger, c'est ça, ses erreurs du passé, de peut-être faire son entrée au cabinet. C'est à voir. En un mot, vraiment un mot, si vous aviez un conseil à donner à la prochaine personne qui va s'occuper des relations avec les États-Unis, prochain ministre, ça serait quoi? Catherine, je reste avec vous. L'ouverture d'esprit, visiblement, on ne peut pas arriver dans ce portfolio-là avec des préjugés, donc je resterai ouvert d'esprit avec l'équipe de Trump. Ouais. Ouverture d'esprit, Joël Denis. Moi, ce serait parler commerce et défense avec l'administration Trump. C'est un langage qu'ils comprennent très bien. Émilie, en un mot. La patience, parce que ça peut être long des négociations et ça peut être très complexe. J'espère qu'ils vous ont tous entendu. Merci. Merci, Catherine.